Voilà, alors on va commencer, il est midi 2. Donc simplement pour vous faire l'agenda pour aujourd'hui. Donc on va revenir sur qui nous sommes pour ceux qui n'étaient pas là à la première session. On vous fera une brève introduction sur la directive, hein. Quelle est cette directive? Comment est-ce que nous on l'a interprétée? Un résumé assez rapide de ce qu'on a vu à la première session. Ensuite, on fera une étude de cas concret avec un accompagnement jusqu'à la conformité. On reviendra sur quelques cas juridiques spécifiques, hein, avec une analyse pointue de mes collègues du coup de chez Morlot. Et ensuite, on verra de manière plus profonde un tableau de bord RH entièrement automatisé qui comprend vraiment toute une partie par rapport à la transparence salariale de chez mes collègues de chez Element 61. Et ensuite, on passera aux étapes suivantes et aux questions. N'hésitez pas à poser vos questions déjà dans l'onglet s'y référant ici sur Zoom et on essaiera de les prendre soit au fur et à mesure, soit en fin de session. Voilà. Alors, ben donc du coup, enchantée pour ceux qui n'étaient pas là la première fois. Moi, c'est Romane de Kiver. Je travaille donc chez Engage et je suis experte dans tout ce qui est vraiment matière RH. Donc, à savoir tout ce qui va être ressources humaines, organisation, etc. Et donc, comment accompagner les entreprises par rapport à cette nouvelle directive. Et je vais laisser mes collègues se présenter. Bonjour, Ella Demenin. Je travaille chez Morlaw dans le département HR Legal et je suis spécialisée dans le droit du travail et droit de la sécurité sociale. Et moi, je vais vous expliquer les cas pratiques du point de vue juridique. Voilà. Dylan Casa, je suis associé de chez Morlaw et je vais suivre le Q&A s'il y a des questions à la fin sur les aspects juridiques de la transparence salariale. Oui, bonjour, je m'appelle Kurt van den Berg, je suis partenaire Analytics chez Element 61 et moi je suis le fondateur et responsable pour l'application qui s'appelle RH Out of the Box Analytics et moi je vais présenter un petit démo, un petit quart d'heure qui vous donne en fait l'insight que en fait que RH Analytics ça peut donner pour vous. Parfait. Alors, donc du coup, on va commencer. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on avait une question pour vous. Qui était déjà là avec nous à la première session? Et qui est venu uniquement pour cette deuxième session? Alors, je laisse encore quelques petites secondes pour ceux qui n'auraient pas encore répondu. Pour répondre. Mais donc du coup ici je vois que la majorité d'entre vous étaient déjà là à la première session, hein. Donc vous verrez ici on va vraiment, comme on a dit dans le titre, passer à de la pratique par rapport à tout ce qu'on vous a exposé. Et pour ceux qui n'étaient pas disponibles pour la première session, comme je vous disais, on va faire un bref retour sur l'interprétation de cette directive et l'ensemble des obligations, sans rentrer dans le détail, qu'elle couvre. Évidemment, pour ceux qui n'étaient pas disponibles pour la première session, vous recevrez aussi, hein, à la suite de ce webinaire les informations et le PowerPoint qu'on avait présenté du coup à la première session. Parfait. Alors, donc par rapport à cette directive, comme on l'a expliqué mardi, cette directive, en fait, elle va mettre en place des politiques, des processus et des outils par rapport aux ressources humaines. Et donc, on n'est pas uniquement sur une question de reporting, mais on est vraiment sur une directive qui va toucher les processus, hein, les outils, comment est-ce qu'on travaille en interne dans l'entreprise.
autour de vraiment deux concepts clés, qui sont les concepts de l'équité et de la transparence. C'est pour ça que vous entendez souvent parler de la directive sur l'équité salariale ou de la directive sur la transparence salariale, etc. On entend souvent l'un ou l'autre nom. En réalité, nous, on a vraiment regardé la directive sous l'angle de ces deux concepts avec le premier concept de l'équité qui va beaucoup plus toucher à ce qui va être obligation en termes de processus. Donc, dans mes processus, qu'est-ce qui va être demandé de par cette directive hein, et qu'est-ce que je vais devoir potentiellement adapter? Et ensuite, tout ce qui va être transparence autour de la communication. Quelles sont maintenant les communications RH à avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir au niveau du dialogue social? Et du coup, cette fameuse question de reporting. Et donc, du coup, au niveau des processus, il va y avoir tout ce qui va être classification de fonctions. On aura tout ce qui va être structure et progression salariale et également la partie recrutement, hein, donc, comme on l'avait dit la première session, la partie recrutement est la partie la plus visible, donc celle dont vous avez sûrement entendu le plus parler, mais en réalité, le plus gros du travail se retrouve vraiment sur le côté classification de fonctions et structure salariale. Et au niveau communication, hein, donc ça je l'avais déjà commenté, on va avoir tout ce que maintenant l'entreprise doit communiquer autour de cette directive. Tout ce qui va être dialogue social qui est grandement déjà couvert parce qu'il existe en Belgique, hein, donc pas de grandes nouveautés à ce niveau-là. Et le reporting qui est assez complet par rapport aussi à l'ensemble des 5 autres piliers. Alors, donc on va passer à l'étude de cas concret. Donc, pour cette étude, on va regarder une entreprise qu'on a accompagnée. On va appeler cette entreprise X pour que vous ayez un peu de contexte. C'est une entreprise qui a entre 1000 et 2500 collaborateurs, donc on se retrouve plutôt dans une grande entreprise hein, avec un seul siège social en Belgique. Donc on n'avait pas vraiment de complexité à ce niveau-là d'un point de vue juridique, mais mes collègues vous montreront des cas qui peuvent être plus complexes par rapport à ça. Par contre, on est sur une entreprise qui a plusieurs familles de métiers, avec plusieurs types de fonctions, hein. On est à la fois sur des employés, des experts, des fonctions support, du management, également des fonctions très terrain, euh, avec une présence syndicale très forte et une structure salariale qui a aussi été historiquement construite par métier, mais qui du coup garde certains historiques salariales qui ne peuvent pas être changés parce qu'on est aussi dans une entreprise où on a aussi une forte loyauté. Donc c'est-à-dire que les personnes dans cette entreprise ont tendance à rester longtemps. Et en Belgique, quand on a atteint un certain salaire dans une entreprise, on ne peut pas le baisser pour x, y raison. Donc si au fur et à mesure on a changé notre stratégie au niveau de la structure salariale, etc., eh ben, les cas historiques tendent à rester historiques tant qu'il n'y a pas de turnover. Ce qui peut parfois aussi créer donc des écarts salariaux entre des personnes historiquement là d'une ancienne politique salariale et des personnes dans une nouvelle politique salariale. Donc, je commente un petit peu ceci parce que c'est intéressant au travers de cette directive. Alors, ce qu'on a fait en tout premier pour pouvoir commencer l'accompagnement et aller jusqu'à la conformité, c'est faire l'état des lieux, de voir à quel point aujourd'hui, avec les processus actuels et les communications qui existent, à quel point est-ce qu'on est conforme par rapport à cette directive. Donc, on a d'abord fait ce qu'on appelle un quick scan, donc vraiment de manière plus high level, voir où on est par rapport à l'ensemble des différents piliers. Et donc, on avait vu que dans chacun des piliers, il y a différentes obligations qui arrivent, hein. Donc, je vous ai mis ici comme exemple les obligations en termes de recrutement. Comme je vous disais, elles sont plus visibles, alors c'est plus facile de le prendre en exemple dans le cadre de ce webinaire. Et donc, on va regarder de manière globale, est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas du tout OK? Ou est-ce que on ne le sait pas et qu'on doit vraiment faire une investigation plus loin? Évidemment, quand on dit que c'est OK, on doit quand même mettre en place certaines actions et vérifier comme on vous le montrera. Mais globalement, ça nous donne une idée que si jamais du jour au lendemain, on avait un audit, entre guillemets, de la conformité, on sait que sur ces points-là, a priori, on est bon et que c'est plutôt sur les autres points qu'il faut travailler.
par exemple ici, en termes de recrutement, on est sur une entreprise qui ne communiquait pas les fourchettes envisagées. Donc, soit directement dans l'offre d'emploi, soit donné au candidat avant l'entretien d'embauche ou plus tard dans le processus, mais avant la signature du contrat de travail. C'est ça qui est exigé avec cette nouvelle directive européenne. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas fait. Au niveau des offres d'emploi, qu'elles doivent être rédigées de manière non sexiste et avoir des entretiens d'embauche qui sont menés de manière non discriminatoire, c'est quelque chose qui, en Belgique, est déjà quelque chose qui est mis en place, pour lequel il existe certaines lois contre la discrimination, etc. Donc ici, a priori, on est bon. Maintenant, il faut quand même aller vérifier les offres d'emploi, voir des exemples, quelles sont les règles de rédaction pour aussi être sûr qu'à l'avenir, on reste toujours OK par rapport à la conformité de la directive. Et donc ici, par exemple, pour les offres d'emploi, ce qu'il est important de regarder pour voir si elles sont bien rédigées de manière non sexiste, c'est est-ce que le titre qui est donné suit toujours la même règle. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller dans de l'écriture inclusive pour être dans du non sexiste, mais si on décide d'aller sur du masculin, alors il faut garder le masculin pour toutes les offres d'emploi. Ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir une fonction qui va, par exemple, s'appeler directeur, et puis une autre qui va s'appeler assistante. C'est ça qu'on veut expliquer maintenant, qu'on veut éviter. Maintenant, si on met directeur et assistant et que l'entièreté des offres d'emploi sont rédigées de cette manière-là, en réalité, on respecte la règle. Historiquement, j'avais aussi eu une fois un client qui avait décidé d'aller à l'encontre un petit peu de ce principe-là et pas d'aller dans de l'inclusif qui peut parfois être un petit peu plus lourd administrativement, mais qui avait pris le pas de mettre toutes les descriptions de fonctions au féminin. Alors évidemment, offre d'emploi et description de fonction, c'est deux choses différentes. Ici, c'était plutôt pour les descriptions de fonction, donc c'est-à-dire pour l'interne. Pour l'externe, en général, aller sur du totalement féminin va peut-être rendre les choses moins identifiables pour la plupart des personnes. Maintenant ici, dans ce cas précis, ce qui était fait, c'était que les titres de fonction étaient écrits en anglais, ce qui permet tout de suite de ne pas avoir de féminin masculin, avec aussi entre parenthèses le MFX qui était mentionné sur chaque description de fonction dans le titre. Ensuite, dans la description de fonction même, euh, même si c'était écrit en français ou en néerlandais ou en anglais, hein, pour le cas de cette entreprise-ci, ben, on avait aussi quelque chose qui était vérifié qu'à chaque fois qu'il était mentionné, par exemple, si on pouvait voir qu'il y avait quelque chose au féminin ou au masculin, là, le pas était de dire, de l'écrire de manière inclusive. Alors, pas avec le point médian, mais avec entre parenthèses. Et les entretiens d'embauche menés de manière non discriminatoire, ça, il y avait aussi dans la procédure de recrutement certaines choses qui étaient mises en place pour assurer que ce soit le cas. Alors, interdiction aux employeurs de se renseigner de manière proactive, c'est pas dans le processus actuellement de le faire, donc on a aussi mis OK a priori. Maintenant, encore une fois, vous allez voir que c'est aussi des choses à vérifier en interne, même si de prime abord on se dit c'est OK, et aussi des choses à mettre en place pour être sûr que à l'avenir ce ne soit pas le cas. Alors, donc, là, je vous ai donné l'exemple pour le recrutement, mais globalement, quand on faisait l'étude de cette entreprise, on arrivait à un bon score au niveau évaluation et classification de fonctions, parce qu'en fait, cette entreprise dispose d'une classification de fonctions interne reconnue, type, comme on pouvait connaître, Hudson, Willis Towers Watson, Beren Scott, etc. Au niveau des structures salariales, ben, elles sont basées sur la classification de fonctions, donc on était aussi déjà assez bon. Au niveau du recrutement, vous avez vu, on a mis la moitié parce qu'en fait, c'est quelques actions qu'il faut mettre en place, mais celle de mettre les offres dans les fourchettes n'était pas mise en place. Au niveau de la culture et de la communication, on a aussi mis à moitié parce qu'il y avait déjà pas mal de communication qui était faite par rapport à la classification de fonctions, par rapport aux critères qui sont utilisés pour la structure salariale. Maintenant, il y a tout un tas de communications qui sont mises en place, enfin qui doivent être mises en place par rapport à la directive,
qui n'existent tout simplement pas aujourd'hui. Par exemple, informer sur les nouveaux droits par rapport à cette directive, bah, c'est assez logique que ce n'est pas mis en place vu que ça vient avec la directive. Au niveau du dialogue social, c'est pareil. Tout est déjà mis en place, à part cette procédure d'évaluation conjointe qui est prévue en cas d'écart, je le rappelle, de plus de 5% entre hommes et femmes d'une même catégorie, qui n'est ni justifiée ou dont il y a un désaccord sur la justification, et qui n'est ni corrigée en dehors des 6 mois. Et ensuite, la partie reporting, ben, forcément, comme on a tout le rapport à construire, hein, et donc ça fait aussi faire partie de notre boulot ici, bah, il n'est pas encore construit, donc forcément, on est plutôt à zéro. Alors ici, on vous a mis un résumé du plan d'action qu'on avait pour cette entreprise X. Alors, au niveau de la classification de fonctions, ben, en fait, on avait deux populations différentes avec deux classifications de fonctions distinctes. Et pour la première, il fallait simplement trier, centraliser et rassembler le tout parce elle était mise à jour. Elle était déjà en forme. Par contre, pour la population B, ça faisait un petit temps qu'elle n'avait pas été mise à jour. Et donc, l'idée était de faire un projet en parallèle de classification des fonctions pour mettre en jour l'ensemble des job descriptions et refaire également les pondérations. Ensuite, comme c'est une classification de fonctions, une méthodologie qui avait pour but aussi de vivre en interne, bah, il fallait aussi reformer toutes les équipes internes pour être sûr qu'elles étaient bien formées par rapport à toute la méthodologie à mettre en place pour bien rédiger les descriptions de fonctions et bien pondérer. Et ensuite, ben, il y avait ce travail de pouvoir trier, centraliser et rassembler la documentation nécessaire pour pouvoir après rédiger le rapport prévisionnel. Au niveau des structures salariales, hein, je ne vais pas tout commenter, mais je vous ai mis en gras les actions qui sont aussi les plus visibles. Ben, il fallait aussi surtout faire un travail au niveau des documents à rendre disponibles. Voir quels sont les documents qui manqueraient par rapport aux critères utilisés pour les niveaux, mais aussi pour la progression salariale, sachant qu'on a plusieurs populations, ça veut dire qu'on a potentiellement plusieurs documents à rendre disponibles et à bien faire comprendre les différences entre les différentes populations. Au niveau du recrutement, ben, il fallait aussi cartographier et adapter le processus, hein, comme je vous le disais. Même si certaines choses sont mises en place, ce qui fait qu'on est assez conforme par rapport à l'interdiction de demander le salaire ou par rapport au fait d'avoir un processus qui est non discriminatoire, etc. Le processus n'était pas réellement disponible et dessiné en tant que tel. Donc il fallait faire ce travail de cartographier le processus et introduire en fait des choses telles quelles dans le processus pour montrer qu'on respecte bien les règles d'interdiction de demander le salaire actuel, etc. Au niveau de la culture, ben, le plus gros, le plus gros point par rapport à la directive, c'est vraiment de communiquer quand il y a une demande sur les niveaux de rémunération individuels et moyens de chaque catégorie. Et donc, il fallait préparer ces communications si jamais on avait une demande qui venait. Alors ici, dans le cas présent, bah, on est encore à l'étape de préparation, tout simplement parce que la directive n'a pas encore été transposée, donc on n'a pas encore été jusqu'à recevoir une demande. Par contre, il fallait préparer, construire le processus de demande d'information pour pouvoir après aussi communiquer quel est le processus par lequel les personnes peuvent passer quand on va aussi les informer sur ces droits à l'information. Au niveau du reporting, hein, donc il faut faire les analyses salariales et rédiger les justifications. En réalité, rédiger les justifications, c'est quelque chose qui va s'appliquer à l'ensemble des piliers. C'est-à-dire que même là où on avait mis si je reviens ici, même là où on a mis un V, il y a tout un exercice de rapport prévisionnel de déjà rassembler quels sont les éléments qui va pouvoir montrer qu'on est OK sur cette obligation-ci. Tout simplement parce que, comme vous l'expliquera ma collègue tout à l'heure, on a dans cette directive un principe de charge de la preuve inversé,
Ce qui fait que c'est à nous de nous préparer à différentes questions. Et donc sur l'ensemble des piliers, il faut pouvoir préparer ces justifications dans un rapport prévisionnel. Et donc on a à la fois les justifications sur les écarts, mais aussi les justifications par rapport au respect des autres obligations. Alors, ici aussi, hein, c'est assez simplifié, mais pour vous montrer comment se passent ces différents plans d'action sur une timeline, ben, on voit que de A à Z, on sera toujours dans ce processus de collecter les données. On a le projet de classification des fonctions. Pour rappel, on est sur une entreprise plutôt grande, hein, donc forcément, un projet de classification des fonctions, même pour une population précise, ça comprend énormément de fonctions différentes et donc ça demande des projets plus ou moins longs. Euh, Ensuite, on a la partie structure salariale, processus de recrutement et la partie communication, hein, vous voyez, qui prennent un peu moins de temps, mais qui sont aussi prévus sur plusieurs mois. Et donc, on voit qu'on avait commencé par le Quick Scan. L'idée, c'est d'arriver en juin avec une conformité au niveau de l'ensemble des processus, hein, donc c'est-à-dire que toute la partie équité, la partie qui était plus en vert, l'idée, c'est d'être raccord par rapport à ça. Ensuite, en fin d'année, d'avoir une conformité totale, hein, donc à la fois sur les processus et sur la communication, et comme je vous le disais, sur ces justifications par rapport, pour pouvoir, ces justifications qui vont permettre de prouver la conformité de manière proactive. Et ensuite, ben, d'avoir ce premier rapport donc, on avait la rédaction du premier rapport prévisionnel cette année et d'avoir le premier rapport effectif en avril 2027. Pour le moment, c'est ce que la directive européenne prévoit, mais pour rappel, tant qu'elle n'est pas transposée dans la loi belge, on ne sait pas si le premier rapport sera effectivement pour euh, mi-2027 ou s'il va être reporté. Voilà, alors donc ça c'était pour l'exemple de cas concret. On va passer maintenant à la partie juridique et ensuite vous aurez la partie analytics. Et ensuite on reviendra un peu sur l'ensemble par rapport à vos questions. Voilà, donc je passe la parole à ma collègue Ella. Merci, Roman. Voilà. Je vais commencer par le cas de la discrimination indirecte. Donc, c'est le premier slide. Euh, voilà, c'est l'arrêt Kruger. De quoi il s'agit? Ce sont des travailleuses qui travaillent à temps partiel, qui prestent donc moins de 15 heures par semaine et ne recevaient pas de prime annuelle. Maintenant, la catégorie, elle concerne majoritairement les femmes parce qu'elles travaillent à temps partiel pour s'occuper des enfants. La question ici était de savoir si l'exclusion d'une prime annuelle était compatible avec le principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes. Et la Cour de justice de la Communauté européenne a jugé, eh bien non, ça c'est une discrimination indirecte qui est fondée sur le sexe. Même cette mesure, elle apparaît neutre. Euh, L'élément déterminant qui a été pris en compte, c'est que cette mesure, elle touche en réalité plus de femmes que d'hommes. Et oui, parce que les femmes travaillent plus à temps partiel que les hommes. Et alors, elle a décidé que cette règle était contraire au droit européen, sauf si cette mesure, elle peut être justifiée pour des raisons objectives. Quel est le message à retenir ici? C'est que les employeurs elles doivent faire attention avec les critères qui sont liés au temps partiel et aussi au statut de sécurité sociale. C'est-à-dire, à première vue, ces règles apparaissent neutres, mais elles peuvent quand même constituer une discrimination indirecte. Et parce que dans ce cas-là, vous voyez, elle peut toucher plus de femmes que d'hommes, et alors cette règle est considérée comme disproportionnée. Ensuite, on va passer au Royaume-Uni. Il s'agit d'un cas de single source ou source unique. De quoi s'agit-il? Alors, c'est un détaillant. Il travaille donc, ce sont des travailleurs qui travaillent dans le commerce de détail et qui ont
entamé une class action à l'encontre de leur employeur, Next, qui a plus de 400 magasins euh, parsemés au sein de la Royaume-Uni. Et c'est plus de 3500 travailleurs. Et il s'est plaigné qu'il y avait une inégalité de rémunération. C'est-à-dire, ici, ils ont entamé une bataille qui a duré quand même plus de 6 ans et pourrait quand même contraindre le magasin à verser plus de 30 millions de livres sterling en indemnisation pour avoir, disons, ou pour ne pas avoir respecté l'illégalité de rémunération. Alors, de quoi s'agit-il en question? Son personnel de vente au magasin, qui était composé majoritairement de femmes, recevait un salaire horaire inférieur à ceux des travailleurs de l'entrepôt, et ce qui était majoritairement constitué d'hommes. C'est-à-dire, les femmes recevaient 40 cents et les hommes recevaient 3 livres de l'heure. Alors, Next a fait falloir que, dans un premier temps, cet écart de rémunération entre les deux postes, elle reposait sur le taux de marché qui était propre à chaque fonction. Et donc, il fallait nécessairement recruter et maintenir des effectifs en entrepôt 24 sur 24, également la nuit, les dimanches et les jours fériés. Et tout ça dans le but d'assurer la compétitivité et la viabilité de l'entreprise. Mais le tribunal a dit, eh bien non, vous ne pouvez pas faire ça. Ces efforts, ces mesures, en fait, ça dissimule des efforts de réduction de coûts et des augmentations de profits. Et par ailleurs, le tribunal a quand même dit il ne s'agit pas d'une discrimination directe qui est liée au genre, non, mais cela a quand même un impact direct. Et là, le tribunal a dit ça suffit pour constater qu'il y a une inégalité entre rémunération. Même si Next n'a pas voulu influencer de manière consciente ou inconsciente ces populations, ces termes de discrimination en matière de genre. Et donc, ce qui est important et ce qui est à retenir ici, c'est que il faut quand même tout d'abord avoir un job architecture, donc l'architecture des emplois robuste. Ensuite, il faut avoir un pay equity audit. Il faut avoir une justification documentée des égards. Je fais référence à notre webinaire de mardi avec des critères qui sont objectifs, non discriminatoires et non sexistes et prendre la compétitivité en considération les efforts, la responsabilité et les conditions de travail. La cohérence interne, elle doit refléter, c'est le benchmark externe qui doit être fait et doit être reflété dans l'interne. Et la charge de la preuve, dans la plupart des cas, lorsque vous n'optez pas pour une politique salariale transparente, elle est renversée vers l'employeur. Donc, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'a commis aucune discrimination envers les travailleurs. Et donc, votre transparence salariale, en fait, elle doit devenir audit ready, donc elle doit être conforme, compliant, et elle peut être, bien évidemment, aujourd'hui contestable, c'est-à-dire elle est sujette à litige devant un tribunal. Ensuite, je vais passer, oui, ça c'est un cas de figure international avec plus d'explications que, disons, si les personnes, si vous êtes intéressés par avoir un peu plus d'explications sur les filiales, les pays, les décisions qu'ils ont pris, les projets qui sont en cours, par exemple l'Italie ou la France, ils n'adoptent pas tout à fait la même vision par rapport à la directive, un peu plus contraignante parfois. Mais si vous souhaitez plus d'explications à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter parce que c'est des explications qui sont un peu plus détaillées et un peu plus... c'est encore des projets, donc il n'y a pas encore définitivement une loi à l'heure actuelle. Ensuite, je vais passer au renversement de la preuve. Donc, je vous ai déjà expliqué si l'employeur ne respecte pas ses obligations de transparence, le renversement de la preuve est fait à l'égard de l'employeur. Donc,
Ici, il s'agit ici de l'arrêt Danfoss. Donc, c'est une entreprise danoise qui appliquait un système de rémunération non transparent. Donc, elle accordait arbitrairement des primes individuelles, de sorte que les femmes, elles percevaient systématiquement moins que les hommes. Et alors, le problème ici, qu'est-ce qu'il faut faire si les structures salariales, elles sont opaques? Comment les travailleurs peuvent euh, prouver une discrimination? Sachant que la flexibilité, la formation, l'engagement, tous ces critères ne sont pas transparents pour les travailleurs. Alors, la Cour a dit, ben voilà, si les travailleurs, ils ont vraiment du mal quand même à prouver, on va renverser la charge de la preuve vers l'employeur. Donc, ils doivent vraiment démontrer à ce moment-là si le système de rémunération, elle produit un effet structurellement inégal. À ce moment, donc ici, voit clairement que les femmes gagnent systématiquement moins que les hommes, alors c'est à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination ou c'est ou par le biais que cette différence, elle est vraiment justifiée pour des raisons objectives et non discriminatoires. Donc, c'est très important quand même de toujours vérifier vos critères et bien tenir votre petite liste et faire le check de vos petits box. Et ensuite, la Cour a également dit que, allez, en fait, elle n'a pas dit, elle a reconnu que la transparence, elle est implicitement requise. Elle n'a pas vraiment fait explicitement mention à l'obligation de transparence, mais elle a dit, ben voilà, si le système ici est opaque et donc le travailleur a une difficulté à prouver cette discrimination, ben voilà, la charge de la preuve, elle va basculer vers l'employeur. Et donc, on peut quand même retenir ici que si vous n'avez pas de politique de transparence, de politique salariale transparente, et s'il y a une absence de transparence, alors ça joue en défaveur de l'employeur. Voilà. Donc, je crois que c'est tout pour les petits cas juridiques et je vous remercie et je passe maintenant la parole à Kurt. Oui, bonjour. Maintenant, je vais passer un peu sur le RH analytique, un tableau de bord RH entièrement automatisé. Qu'est-ce que ça veut dire en fait dans RH analytique? Donc, on a donc des analyses rapides et fiables. Et on s'appelle ça out of the box. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une application qui vous donne en une fois une 40-50 rapports prédéfinis, standardisés, mais ce qu'on peut modifier à votre besoin. On donne en fait les idées, les insights sur les effectifs, hein, sur le headcount, sur le ETP. On regarde sur l'absentéisme et la maladie en général. On vous donne une idée sur la totalité des coûts de la paye. On regarde la rotation personnelle et on a aussi des tendances sur chaque paramètre dans RS. Et le plus important, en fait, qui est lié à ce webinaire d'aujourd'hui, ça c'est donc la transparence salariale. L'application est disponible pour ceux qui sont un peu technologiques. C'est possible, en fait, disponible sur Click et sur Power BI. Après, l'application est basée sur deux pierres angulaires. Ça veut dire que donc on parle des euros, hein, donc très important en fait, quels sont les coûts salariales et donc qui vous donne en fait une orientation financière de l'application. Et d'autre part, on a en fait tous les paramètres qui concernent les gens. Hein. Donc, dans quelques secondes, je vais présenter un peu le démo et ça va être un peu plus clair. On parle en fait de trois axes très cruciaux, c'est-à-dire on parle d'une fois les employés, donc ça veut dire que l'application, ça vous donne une idée, un insight sur base de chaque employé, donc très détaillé. Un deuxième axe, c'est la date. Donc on a des analyses sur jour, semaine, mois, trimestre, année, et on peut faire des analyses historiques. Et troisième, ça c'est donc le code salarial. Ça veut dire que on prend tous les codes salariales, surtout les fiches de paye qui sont générées par le secrétariat social. Donc ça veut dire qu'on vous donne tout un insight sur tous les codes qui sont utilisés par votre société. Aussi, notre application est en fait, on prend toutes les données de tous les secrétaires sociaux. Donc, ça veut dire que l'application est basée sur les fiches de paye de tous les secrétaires sociaux en Belgique.
Et si vous ne voyez pas en fait votre secrétaire social dans ce liste, donc il n'y a pas de problème, on peut prendre contact avec ce secrétaire social pour faire des liens pour acquérir en fait les données. Et puis, quels sont les avantages de notre application? Alors, c'est pas lié à un seul secrétaire social. Donc, ça veut dire que si vous travaillez maintenant avec SD-Works, mais vous voulez travailler, par exemple, l'année prochaine avec Acerta ou avec Groupe S, on peut ajouter les données de n'importe quel secrétaire social dans la même application. Donc, il ne faut pas changer l'application. C'est vous qui peuvent contrôler en fait les données. Donc, ça veut dire que les données, ils sont sur votre site web, ils sont centralisés sur votre serveur. Donc, ça veut dire que vous contrôlez complètement les données. On peut ajouter aussi les données historiques. Si on parle de l'écart salarial dans quelques minutes, on peut faire des analyses déjà basées sur les données historiques. Donc, on peut ajouter les données de 4-5 ans, n'importe quel secrétariat social. La puissance de cette application, c'est aussi qu'on peut ajouter en fait les données qui viennent pour les indépendants et pour les intérimaires, donc pour les sociétés qui travaillent avec les indépendants ou des intérimaires. Très crucial aussi, on a donc la possibilité de livrer la solution complète en 5 jours. Donc, on commence le lundi et le vendredi soir, en fait, l'application se tourne avec toutes les données disponibles. Et si vous avez déjà dans votre société une solution BI ou un data warehouse, on peut l'intégrer avec l'ensemble des autres applications qui sont déjà là. Maintenant, je vais partager mon écran pour aller sur... Voilà. Voilà. Donc ici, on est live dans un démo de notre application RH Analytique. La puissance de cette application, que ça Attends, existe en 3 langues. Kurt, je pense pas que tu partages là pour le moment. Non? Attends. Ah si, peut-être ça fonctionne. Attends. Non, non, ça fonctionne, ça fonctionne. Oui? Ok, ouais, Oui, c'est OK, bon. OK, c'est bon. Voilà, donc en fait, l'application existe en 3 langues. Donc, si vous travaillez dans un groupe de sociétés internationales, donc on peut modifier en fait la langue en irlandais, en français et en anglais. Maintenant, je vais faire ça en français. Donc, il y a quelques rubriques qu'on peut présenter. Donc, on a un tableau de bord. On regarde un peu le ETP ou les effectifs. On a donc une maladie. On regarde les absences, les accidents de travail, par exemple. On a toute une analyse sur le coût salarial. On a des rapports EFI. Et on a donc aussi des matrices de connaissances. Et finalement, et ça c'est le plus important aujourd'hui, ça c'est donc l'écart salarial. Je vais commencer avec l'écart salarial et après je vais montrer quelques rapports parce que c'est pas disponible, c'est pas possible de le faire ça un quart d'heure. Donc, si je regarde sur écart salarial, voilà. Donc ici, euh, ça, on fait en fait une analyse. J'ai sélectionné pour un certain employeur ou pour quelques employeurs ensemble. J'ai pris en fait l'année janvier 2026 et j'ai ici par exemple une comparaison basée sur la classe de salarial. Donc j'ai ici quelques classes salariales, 2 jusqu'à 10. J'ai mon salaire brut en général, en moyenne. J'ai mon salaire brut pour les hommes. J'ai ici le salaire brut pour les femmes et j'ai en fait ici le calcul d'écart. Donc en fait ici on peut comparer en fait ce chiffre-là avec donc le 5% donc qui est déjà mentionné plusieurs fois. Et en bas vous voyez en fait quel est donc le nombre des hommes, le nombre des femmes qui sont dans cette analyse. Et si je veux faire cette analyse pas seulement sur janvier 2026, je peux le faire aussi par exemple sur 2025. Donc basé sur les données historiques. Voilà, je vais sélectionner sur 2025 et j'ai le même analyse basée sur les données de janvier 2025. Maintenant, je vais par exemple sélectionner la classe de salaire, le numéro 5. Et ici, en fait, je vois en fait la différence entre le montant masque pour les hommes et le montant pour les femmes. Mais je peux le modifier. Dans cette classe de salaire, je peux regarder est-ce qu'il y a une différence, par exemple, pour les durées de contrat. Et donc, est-ce qu'il y a une différence pour les contrats à temps plein ou pour les contrats partiels? Ou, par exemple, est-ce qu'il y a des différences sur un type de collaborateur? Ici, on n'a que les employés parce qu'ici, on a aussi l'analyse séparée pour les salaires des ouvriers. Alors,
Maintenant, je vais sélectionner à nouveau la classe salariale. Et sur ce rapport-là, on vous donne en fait une idée de la répartition des salaires au niveau des uns. Donc ici, vous voyez en fait le montant de salaire. Vous avez ici en fait l'âge de cette personne-là. Vous avez en fait le médian, le calcul de le médian. Et on a ajouté aussi un médian à 80% et un médian à 120%. Et en fait, cette ligne-là, ça vous donne en fait une idée de la moyenne. Et ici, ça vous donne la possibilité de regarder en fait quels sont les gens qui sont à un certain niveau au-dessus ou en bas, en fait, un certain ligne, un certain médian, et qui vous donne en fait une idée et la possibilité d'analyser pourquoi on arrive à un certain écart ici, par exemple, de 6,81%. Cette analyse, on peut faire pas seulement pour en fait les employés, mais on peut le faire aussi, par exemple, sur les salaires horaires. Et donc ici, vous voyez la même analyse, en fait, un salaire horaire pour les hommes, pour les femmes, et en fait, un écart qui vous donne à nouveau, en fait, la différence en pourcentage. Ici, ça vous donne en fait une idée, quel est donc le nombre des hommes et des femmes qui sont repris dans cette analyse. À nouveau, si je prends en fait ici mon classe salariale numéro 5, et je peux regarder à nouveau, en fait, cette analyse basée sur il y a pas mal de gens, donc ça veut dire que ça vous donne en fait, c'est pas mal de bulles en fait sur le rapport. Ben, ça vous donne quand même en fait une idée pour analyser l'écart salarial, même au niveau de la description du poste. Et donc, il y a pas mal de rapports déjà disponibles dans l'application. Et maintenant, ce que je voudrais présenter, c'est un peu le rapport qui concerne la maladie. Donc, je vais par exemple sélectionner, je vais faire un peu modifier en fait mes filtres. Et puis, ici, vous avez toute une analyse en ce qui concerne la maladie. La maladie, ça vous donne immédiatement, basé sur les codes salariales qui sont mentionnés ici en bas. Donc, vous avez un insight dans tous les codes très détaillés par secrétariat social. Ici, vous avez une évolution de la maladie en pourcentage pour la totalité. Ici, on peut comparer en fait la maladie entre les quelques sociétés, mais si je veux regarder en fait l'évolution sur les sexes, voilà, vous avez ici en fait l'évolution de la maladie en pourcentage entre les hommes et les femmes. Et plus en détail, on va regarder ici, on va splitter le pourcentage maladie entre la maladie, le pourcentage moins d'un mois. On a ici la maladie, sauf la maladie plus d'un an. Donc, ça veut dire qu'à partir du premier jour jusqu'à le 365e jour. Et ici, donc, la maladie plus d'un an. Et on a dans la possibilité d'analyser sur plusieurs dimensions. Donc, ici, par société, par exemple, mais je voudrais regarder ici par type de collaborateur. Donc, quel est donc le pourcentage, en fait, l'évolution entre les employés et les ouvriers? Ici, je veux regarder ça, par exemple, pour les sexes. Ici, je veux regarder ça, par exemple, par type de contrat. Et maintenant, quand je peux travailler et je peux sélectionner ici, par exemple, donne-moi l'évolution de travail à temps plein. Et en fait, toutes les analyses, c'est automatiquement adapté. Donc, ça veut dire que cette analyse, ça vous donne un élément très important d'analyser, en fait, beaucoup de KPI dans votre société. On a une progression. Donc, ça veut dire que quelle est donc l'évolution de la maladie? Je vais désélectionner en fait mon filtre et ça vous donne en fait une évolution de la maladie dans la société, dans une certaine société. Je peux ajouter, je peux supprimer une certaine société et ça vous donne immédiatement en fait une analyse adaptée. Pas seulement en fait la maladie, mais on regarde aussi en fait l'absentéisme zéro. Et donc, ça veut dire que si on parle de la maladie, donc ça veut dire que c'est un peu négatif. Hein? Quel est donc le nombre de jours? Quel est donc le nombre de pourcentage des maladies dans la société? Mais à l'inverse, on est peut-être aussi intéressé quel est donc le nombre de personnel, quel est donc le pourcentage du personnel qui est jamais malade. Donc, on a cette idée, on a donc cette analyse aussi disponible dans le reporting. Et finalement, je voudrais un peu regarder un peu le coût salarial. On a donc ici une idée du coût salarial. Donc, ça veut dire que ça, c'est donc la totalité des factures de sécurité sociale qu'on reçoit. Et on a ici une vue par mois, par an, quel est donc le coût salarial intégré
total, en fait, de ma société. Ça, c'est un outil très important pour faire des budgets pour l'année prochaine, par exemple. Donc, si je vais me baser sur une certaine année, je peux regarder, en fait, par mois et je vois ici, en fait, le montant par mois du coût salarial, en fait, dans ma société. Et finalement, si je regarde un peu, justement pour vous donner un overview, quels sont les rapports encore autres disponibles, c'est par exemple, on a le pyramide des âges. Donc, par exemple, si je veux regarder quelle est donc la composition de ma personne, du personnel à une certaine période, donc je sélectionne un certain mois et voilà, je vois ici, ça c'est donc la composition de personnel, combien des hommes, combien des femmes, sur quel âge, le groupe d'âge, et on a la même analyse au niveau d'ancienneté. Donc, on peut regarder donc, quel est donc le nombre de personnels avec une certaine ancienneté dans la société. On a pas mal de rapports, j'ai dit. En fait, c'est une analyse prédéfinie standardisée qui reprend déjà 45, 50 rapports déjà très standardisés. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter et j'aimerais bien de faire un démo en détail personnalisé dans votre société. Et maintenant, je passe la parole à nouveau à Roman. Merci Kurt pour cette magnifique présentation. Et pour faire le lien entre la partie que j'avais présentée et celle de Kurt, hein, c'est que en fait, à travers un dashboard comme celui que Kurt a présenté aujourd'hui, c'est là qu'on va pouvoir aller chercher, trouver, regarder en fait les différents paramètres pour trouver aussi toutes les justifications quand on va commencer à travailler sur les écarts salariaux. Alors, je vais simplement repartager mon écran. Euh, voilà, je pense que ça fonctionne. Alors, donc, avant de passer aux étapes suivantes, on avait une question, la deuxième question pour vous, par rapport justement à cette démo que nous a fait Kurt sur un tableau de bord automatisé. Donc ici, vous aujourd'hui, où vous en êtes par rapport à vos données RH et comment est-ce que vous les gérez? Voilà, je laisse encore un petit peu de temps à ceux qui voudraient encore répondre, surtout ceux qui en ont besoin pour avoir l'attestation à la fin de notre webinaire. Parfait. Ben, merci à tous pour vos réponses. Et donc, du coup, ici, je vois que la majorité d'entre vous n'a pas de solution entièrement automatisée, mais ça leur suffit pour le moment. Euh, Certaines personnes aussi, hein, ça c'est déjà intéressant, travaillent déjà avec quelque chose d'entièrement automatisé et fonctionnel, c'est super. Et quelques-unes sont quand même assez intéressées euh, par la solution présentée par mon collègue Kurt. Alors, par rapport aux étapes suivantes, de nouveau, une question pour vous, hein, on ne vous lâche pas avec ce petit panel de questions automatiques. On a prévu, avec mes collègues aussi, d'aller plus loin sur le sujet et de préparer une masterclass complète où l'idée, en fait, c'est de construire ensemble votre conformité concrètement en un jour, en fait, de pouvoir voir bah, qu'est-ce qu'il est possible euh, de vous donner comme bagage pour qu'après vous soyez seul, vous puissiez mettre en place votre conformité. Et donc, en une journée, d'avoir tous les outils nécessaires, que ce soit au niveau des processus, hein, donc si on reprenait le côté processus et communication, mais aussi au niveau de toutes les communications, de votre conformité avec toutes les spécificités juridiques qui peuvent y avoir, hein, comme Ella l'a présenté avec quelques cas spécifiques, euh, et aussi ben, par rapport à vos données, comment les gérer, que ce soit
via une solution comme présentée avec Kurt, ou que ce soit via une solution qui vit déjà en interne, ou par rapport à des quick wins, hein, des actions rapides sur bah, comment est-ce que je peux créer un tableau de bord, certes pas entièrement automatisé, mais qui me permettent de faire le travail par rapport à cette directive. Voilà. Alors, je vois que dans les réponses, c'est assez intéressant. Il y a plus ou moins moitié-moitié, certaines personnes qui seront intéressées et d'autres moins. N'hésitez surtout pas à laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter. Mais vous avez déjà ici les infos par rapport aux dates, hein. Il y en aura une en français, une en néerlandais, et ce sera sur Bruxelles. Voilà, sinon ben, pour la suite, n'hésitez pas à nous recontacter directement, hein. Vous avez le QR code ici qui vous permet de faire une demande en direct. Sinon, n'hésitez pas à le mettre aussi dans les questions-réponses sur le chat et on vous recontactera avec évidemment grand plaisir. Alors, maintenant, on va passer aux réponses aux questions. N'hésitez pas à en rajouter si vous en avez d'autres. Ici, il y en a quelques-unes qu'on a déjà répondues au fur et à mesure en direct, hein. Mais je vais regarder ici, on avait une question assez longue, plutôt au niveau des catégories de fonctions. Donc, au sein de notre structure, les catégories de fonctions sont basées sur des barèmes que nous devons respecter. Ces barèmes répartissent nos éducateurs en trois catégories. Ces catégories se distinguent uniquement par le type de diplôme détenu. Donc, soit aucun diplôme, niveau bachelier ou niveau universitaire master. Les rémunérations de ces éducateurs sont donc basées sur ces diplômes-ci, alors que dans les faits, les trois catégories effectuent les mêmes tâches sur le terrain. Est-on en ordre comme cela ou risque-t-on de nous reprocher à des prestations égales, en fait, que les rémunérations ne sont pas égales? Alors c'est une excellente question, parce que ce qu'on voit en Belgique, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent aujourd'hui avec des barèmes ou même des classifications sectorielles qui ne reposent pas, ou pas entièrement, hein, c'est souvent le cas, pas entièrement, sur les quatre critères fixés comme obligatoires par la directive. Donc pour rappel, ces quatre critères, ce sont les compétences, l'effort, les conditions de travail et les responsabilités. Et donc souvent, on va voir que la plupart des classifications de fonctions, qu'elles soient sectorielles, internes, etc., vont reprendre les critères de responsabilité et de compétences, mais pas entièrement les deux autres. Donc là, la question se posera aussi. Dans ce cas précis, effectivement, si on a le métier qui est exactement le même et une rémunération qui dépend euh, du niveau de diplôme obtenu, hein, donc ça on peut le rattacher d'une certaine manière aux compétences exigées pour la fonction. Euh, mais en fait, on n'est pas entièrement conforme par rapport à ce que la directive dit en théorie. Maintenant, là où on va être prudent par rapport à se dire, OK, il faut tout changer maintenant, sinon on n'est pas conforme, etc., c'est que cette directive européenne, euh, elle n'est pas encore transposée dans la loi belge, mais il est très probable aussi que la Belgique ne va pas alourdir toutes les obligations par rapport à ça. Pourquoi? Parce que en Belgique, on a déjà pas mal de classifications sectorielles ou de fonctionnement avec des barèmes, etc., qui vont d'une certaine manière amener de l'équité salariale. Et l'idée avec cette directive, ce n'est pas de demander aux entreprises qui n'ont pas de problème de fond de discrimination de commencer à tout changer. Donc, dans un premier temps, tant qu'on n'a pas plus d'informations sur comment la Belgique va venir travailler ces questions-là, le plus gros du travail va plutôt se jouer sur notre système actuel, comment est-ce qu'on peut le justifier au travers de ce que la directive demande. Ici, effectivement, sans avoir le cas concret, c'est un petit peu difficile de répondre si on est vraiment non conforme ou si on est conforme, mais je dirais que avec les infos qu'on a, on n'est pas soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas dire que quand on a une classification sectorielle ou un fonctionnement sur barème, même si en théorie, de première vue, on ne fonctionne pas comme la directive le dit, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas conforme pour toutes ces nuances, ces spécifications. Par contre, ça veut dire qu'il va falloir vraiment jouer sur comment est-ce que je mets ça en place. Ici, j'ai par exemple trois éducateurs avec trois niveaux différents, trois barèmes qui sont basés sur ces niveaux différents. Comment est-ce que je crée des catégories par rapport à ça? Est-ce que un éducateur qui viendrait avec un niveau universitaire, un niveau master, est-ce que
Au niveau de la... Même si ici vous avez dit, hein, effectivement, dans le terrain, ils font la même chose, ça veut dire au quotidien, ils ont plus ou moins les mêmes responsabilités, mais est-ce qu'on peut quand même distinguer des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être plus données à une personne qui aura un niveau et d'éducation plus élevé? Autre question aussi, est-ce que au fur et à mesure de l'expérience qui est reprise, parce que souvent un barème va aussi fonctionner avec de l'expérience de l'ancienneté, est-ce que on va avoir quelque chose qui va se créer d'équivalent entre par exemple quelqu'un qui aurait une expérience moins grande, pardon, un parcours académique moins élevé mais plus d'expérience sur le terrain sera peut-être plus haut dans le barème en fait. Et ça veut dire que le barème, le fait différentes, qu'il va mettre différents niveaux basés sur le parcours académique, vient d'une certaine manière rééquilibrer l'expérience en tant que telle et le parcours académique. Dans la plupart des systèmes de classification de fonctions, c'est deux données qui viennent à un moment ou à un autre se valoir. Donc, c'est-à-dire qu'on va se dire quelqu'un qui a un bachelier plus 5 ans d'expérience va pouvoir être équivalent à quelqu'un qui a un master, par exemple, et 2 ans d'expérience. Voilà, c'est sur ce genre de choses qu'on va aller en fait travailler pour voir est-ce qu'on peut le justifier et si vraiment on voit qu'on est sur quelque chose de plus opaque, ah ben là on va pouvoir alors travailler sur comment est-ce qu'on pourrait adapter ça, tout en respectant aujourd'hui, hein, c'est le cas pour pas mal d'entreprises, des normes qui seraient aussi imposées. Parce que parfois c'est pas un choix de l'entreprise de fonctionner avec tel ou tel système. Voilà, j'ai été un peu plus longue parce que j'ai vu qu'on n'avait pas non plus énormément de questions, comme c'était une longue question. Vous me dites, Roman, il y avait encore une question pour Kurt. oui, En vas-y. fait, Kurt, la question était une société qui fait la gestion salariale en interne, pas avec un secrétaire social. Est-ce que la solution peut être euh, construite également? Oui, donc ça c'est possible. Donc dès qu'on a la possibilité de prendre les données de n'importe quel système, donc on peut créer en fait l'analytics comme il est. C'est justement savoir donc si on a vraiment la possibilité de connecter vers les données. Entre-temps, j'ai bien remarqué, donc c'était donc une solution qui est donc construite sur SAP et donc là, on a donc la possibilité de faire des connexions. Ouais. Ok, merci. Il y avait une dernière question pour Hella. Sommes-nous obligés de publier de façon publique notre salary scale à tout le personnel? Alors non, il faut pas le faire. Il faut uniquement communiquer lorsque le travailleur vous le demande. Donc voilà. Mais cependant, la politique salariale, ça c'est quelque chose qui doit être prévu dans un policy. En fait, ce que la directive dit aujourd'hui, c'est que les personnes doivent avoir accès aux critères qui sont utilisés pour créer les niveaux de rémunération et le système de progression, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont accès à l'ensemble du système ou à l'ensemble des données chiffrées, on va dire, derrière ce système. Euh, et l'autre chose, c'est qu'ils vont avoir aussi accès euh, entre guillemets, d'une certaine manière ou d'une autre, à partir du moment où il y a une politique de mobilité interne, aux fonctions pour lesquelles ils vont postuler. Mais là, on parle plutôt des fourchettes d'engagement plutôt que des fourchettes liées à la fonction, hein. Il y a une distinction entre les deux, et c'est plutôt les fourchettes d'engagement qui doivent être communiquées que la fourchette totale liée à une fonction. Euh, voilà. On a eu les questions. Oui, n'hésitez pas Oui, si vous avez merci. encore d'autres questions. On arrive à la fin du webinaire. Maintenant, nous, on est encore disponible 5-10 minutes sans souci s'il y a encore quelques questions. Maintenant, nous, on a terminé avec tout ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui.